Ils s'appelaient Adrien, Édouard et Gabriel Adam de Villiers. Ses frères et cousins sont tombés pour la France lors de la Grande Guerre. Qui sont-ils? Comment sont-ils morts? Et quelles ont été les circonstances de leur mort? Avec le travail effectué par les 3 classes de 3e du Collège Bourbon, ces derniers sont désormais plus qu'un nom inscrits sur une plaque commémorative. Il est né dans le cadre du centenaire donc de la Grande Guerre qui a commencé en 2014. Donc il y a eu des appels à projets de l'inspection d'histoire-géographie et de la mission du centenaire. Nous avons répondu à cet appel à projet évidemment puisque le Collège Bourbon, qui est dans l'ancien lycée Lecomte de Lille, possède dans le hall d'entrée 2 plaques commémoratives portant le nom de 97 anciens élèves de ce lycée. Un long travail de recherche qui débute en 2013 et qui durera 1 année. Aux archives départementales, aux archives nationales et jusqu'en Macédoine, les archives privées sont venues compléter cette recherche historique. Il a fallu compléter tout ça par des recherches aux archives d'outre-mer à Aix, puisque les feuillets matricules, qui sont la base essentielle pour travailler sur des parcours de soldats, des parcours individuels de soldats, sont à la NOM notamment. La source principale est quand même restée la presse. Nous avons dépouillé les 5 organes de presse entre 1914 et 1918, ce qui a été relativement facile puisque, on le dira peut-être après, beaucoup de ces jeunes hommes sont issus des élites créoles de la Réunion au début du XXe siècle, donc des familles relativement connues qui se permettaient évidemment de faire passer l'acte de décès de leur fils, neveu, etc. dans la presse. Un travail de recherche complété d'un travail d'écriture pour mettre enfin des mots et construire l'exposition Les Poilus de Bourbon. Une fois que nous avons regroupé tous ces documents, une masse de documents, nous avons fait travailler les élèves, cette fois-ci maintenant au sein de l'établissement, dépouillement d'archives, lecture d'informations, on leur a fait compléter des tableaux signalétiques de parcours. Et puis ensuite, il a fallu mettre tout cela sous forme de récit. Et la bibliothèque départementale avec qui nous avons travaillé nous a proposé l'aide d'un écrivain togolais qui s'appelle Gustave Akakpo et qui est venu lors d'ateliers au collège pendant 4-5 séances aider les élèves à écrire autrement. Alors, vous verrez que les récits sur les panneaux s'appuient sur une réalité historique. Il ne s'agit pas d'inventer un parcours, mais l'écriture se trouve un peu plus, peut-être un peu littéraire, parfois un peu poétique. Et les élèves laissent aussi une trace de leurs sentiments par rapport à cette histoire. Et le hasard d'une rencontre donne encore plus de sens à ce travail réalisé dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale. Hubert Bain, le petit-fils d'Émile Tarnec, raconte son grand-père. Mon grand-père, Émile Tarnec, est né à Saint-Denis le 7 janvier 1884. Son père, d'origine bretonne, était pharmacien et sa mère était la cousine germaine de Jean Châtel. Sa mère est morte à Salazie, il est donc orphelin, très jeune. Beaucoup d'émotions parce que je suis venu, c'est par le plus grand des hasards que j'ai pu connaître cette exposition au départ, parce que j'étais venu au lycée simplement pour photographier la plaque commémorative des élèves de Bourbon morts à la guerre de 14. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer Corinne Masson, qui m'a fait part de son projet d'exposition. Donc, elle m'a demandé si je pouvais m'y associer en lui fournissant ou des documents ou des objets. J'ai fourni les documents, des photos et des photos d'objets également lui appartenus, notamment sa Légion d'honneur bien entendu, sa badine d'officier, parce qu'il était officier donc de l'armée française, et je lui avais fourni le numéro de la tombe où il est enterré en Macédoine. Et Madame Masson a eu la gentillesse de pouvoir photographier cette tombe. Je n'avais pas la photo, j'avais le numéro de la tombe et le lieu, mais je n'avais pas la photo, bien entendu, de cette tombe. Donc c'était aussi beaucoup d'émotions à ce moment-là. Une exposition enrichie par des collections privées, mais également des collections des archives départementales. Les élèves vont beaucoup travailler avec leurs enseignantes à partir des documents qui sont conservés à la fois dans les familles, les descendants de ces poilus, et aussi aux archives départementales. Et on a complété l'exposition du Collège Bourbon en mettant en dialogue, en résonance, un certain nombre de documents des archives départementales de la période de la guerre et de l'immédiate après-guerre. Sur 97 soldats de 14-18 non inscrits sur les plaques, 80 ont été recensés et 55 ont été retenus pour cette exposition.
Tant de récits restent encore à découvrir, même si on connaît peu de choses de ces Réunionnais qui sont partis à la guerre et qui n'en sont jamais revenus. Pour Hubert Bain, cette exposition ramène son grand-père sur sa terre natale. Il souhaite désormais que tous ceux dont le nom ne figure pas sur les plaques commémoratives des monuments aux morts de la Réunion soient réhabilités. Bonjour, Morgane, 3e Renoir du collège de Bourbon. Je m'appelle Ashnia Bourabanali, je suis dans le collège de Bourbon. Jude Morin de la 3e Renoir. Je m'appelle Alison Payette, je viens du collège Bourbon de la 3e Renoir. Nous sommes allés en Australie pour participer aux cérémonies de l'Anzac Day le 25 avril. Bonjour, je m'appelle Alexandre Célérine de la 3e Renoir du collège de Bourbon. Oui, j'en ai bénéficié comme tous les élèves de la classe. Oui, ça nous a vraiment aidé. Pour une partie, oui. Collège Bourbon en l'air! Alors en fait, les élèves sont allés à St. Vincent's College ce matin pour participer à la cérémonie de l'Anzac Day à l'école. Ces élèves sont dans un projet sur la commémoration de la bataille de Gallipoli, sur la bataille elle-même et sur sa commémoration, puisque les troupes australiennes et françaises, dans lesquelles ont participé de nombreux Réunionnais. Dans cette école, il n'y avait que des filles. C'est une école très ancienne. C'est une école catholique religieuse. On est arrivé à 5 h là-bas, il y avait beaucoup de monde. Il y avait un grand écran avec des chants, etc. L'idée, c'est qu'ils voient les lieux de commémoration de cette bataille de Gallipoli ici en Australie. Aujourd'hui, par exemple, à l'école, toute l'école était réunie pour commémorer ces soldats qui sont tombés à Gallipoli. Les cours s'arrêtent, tout le monde est réuni, tout le monde est silencieux, tout le monde écoute les discours, les lettres qui ont été écrites par ces soldats. On porte les drapeaux australiens, néo-zélandais, et comme nous étions, nous, à l'école, nous avons aussi porté le drapeau français, donc ça a été un honneur pour nous d'être reçus de cette façon à l'école. Voilà pourquoi les élèves étaient au collège ce matin, donc pour participer à cette cérémonie de l'Anzac Day. On a discuté dans les deux langues, en anglais et en français, en présentant les projets. Aussi heureuse et que ou les si merveilleuse n'y voudrait pas. On va visiter l'opéra. Et toutes les promesses que nous l'avons fait, toute bonne caresse, toute bonne baiser, ça les sans cesse dans mon... Ils vivent pas comme nous. La ville est plus grande, il faut marcher plus vite. Les bâtiments sont très grands. Pour prendre le métro. Et demain, l'idée c'est d'intégrer ces élèves dans les classes pour échanger en français, en anglais, maintenant plus largement sur d'autres aspects, sur la Réunion, expliquer ce qu'est la Réunion, comment ils voient l'Australie, etc. Ils ont vécu un moment d'histoire. Les élèves de la 3e période du collège Bourbon ont participé à la cérémonie commémorant le centenaire de la bataille de Verdun. Pendant 4 jours, ils ont vécu sous des tentes à Verdun, avec plus de 4000 jeunes français et allemands, dans l'attente de la journée du 29 mai. Point d'orgue de cette célébration, une chorégraphie signée Volker Schlondorf, montrant des jeunes fauchés par la mort devant l'ossuaire de Douaumont. Une scénographie qui évoque les milliers de morts de l'une des batailles la plus sanglantes de la Première Guerre mondiale.
Une commémoration qui s'est tenue en présence du président de la République, François Hollande, et de la chancelière allemande, Angela Merkel. Les collégiens ont eu la chance d'être choisis pour représenter la Réunion et la France à cette journée du souvenir, mais leur présence ne tient rien du hasard. C'est le travail accompli en amont par leur professeur d'histoire-géographie qui a aidé à écrire cette histoire. Nous avons proposé un projet il y a 2 ans sur les poilus du collège, du lycée Le Comte de Lille, le collège Bourbon. Puis nous avons proposé un autre projet, cette fois-ci sur Gallipoli, donc l'application des Réunionnais dans la campagne des Dardanelles. Et lorsque le projet d'envoyer une classe à Verdun a été connu, le comité local du centenaire nous a sélectionné le collège donc pour participer à ce voyage. Donc nous avons choisi la classe de 3e Perrier qui travaille sur un autre projet sur Gallipoli, pas sur Verdun, mais qui a été impliqué dans le centenaire. 4000 jeunes qui se sont retrouvés autour d'un programme pédagogique sur 3 thèmes majeurs. Comprendre la bataille de Verdun de 1916, comprendre la construction de l'amitié franco-allemande et promouvoir la citoyenneté, la démocratie et la paix. Le gros du travail a été au début l'échange entre les classes franco-allemandes. En fait, un échange de rencontres, pas encore un travail en histoire. L'après-midi, c'était des répétitions pour le spectacle. Le samedi, on a pu visiter un peu Verdun. Et nous, lundi, on a eu la chance de faire encore un tour supplémentaire et d'aller voir tous les sites historiques. On était 4000 sur le site et c'était instructif parce qu'on a appris beaucoup de choses et que là-bas, c'était vraiment un grand échange franco-allemand pour représenter que maintenant on est en paix et la guerre c'est fini. J'ai créé des liens avec des Allemands, avec une Allemande qui s'appelle Émilie, car j'étais choisie pour participer dans une télévision et donc on a parlé, je lui ai montré les poilus rayonnés du lycée qui ont combattu à Verdun et qui sont morts. Une expérience unique, enrichissante et pour certains l'aventure d'une vie qui restera à tout jamais dans les mémoires. On était comme si c'était nous les poilus et on était vraiment dans des conditions. On a aussi eu une petite sacoche, les sacoches que les soldats portaient quand ils allaient à la guerre. Et on a pu voir par exemple les fusils des soldats, comment c'était fait, les baïonnettes et tout. On a vu aussi dans l'ossuaire plusieurs tombes de soldats morts et inconnus français. Donc je pense que ça c'était l'une des plus grandes guerres destructrices qu'il y a eu en France. Oui, c'était important et émouvant aussi. Parce que déjà eux, c'est super grand, les centenaires, il y avait beaucoup de tombes. Oui, je crois que ça a resté dans la mémoire pour toujours. Ça m'a gardé un beau souvenir. Ils étaient morts là-bas. Ils se sont sacrifiés pour la France. Et ça c'est important. Oui. Autre moment très riche de ce voyage, le recueillement sur les tombes des poilus réunionnais tombés pour la France et dont les corps sont enterrés à Verdun. On est allé voir les tombes à l'ossuaire de Douaumont. Il y avait les 16 000 tombes des soldats et parmi elles, on a trouvé 3 tombes des soldats réunionnais à nous. Et on a déposé notamment un petit bleuet sur leurs tombes parce que le bleuet leur représentait les poilus. Et du coup, on a vu les tombes et on était resté devant pour qu'ils reposent en paix. Enfin, on pensait à ça. Des croix, des noms et quelques visages pour se souvenir de tous ces soldats réunionnais qui n'ont jamais revu leur terre natale. Parmi tous ceux dont le nom est inscrit sur la plaque commémorative posée à l'entrée du collège Bourbon, celui de Georges Massineau. 6 élèves du lycée Le Comte de Lille, devenu le collège Bourbon, sont restés là-bas, dans les tranchées de Verdun. Ils sont 98 anciens élèves à avoir été tués pendant la Première Guerre mondiale. Au total, ce sont 1698 réunionnais qui périront au cours de la guerre 14-18.
Orlan, Alexia, Alexandre et les autres ne rateraient cette répétition pour rien au monde. Le théâtre, ils se sont portés volontaires pour en faire. Ici, au Collège Bourbon, tout est parti d'une idée du professeur d'histoire qui, comme chaque année, participe avec des collégiens au concours proposé par l'Académie de La Réunion sur l'esclavage, les abolitions et la traite. Au-delà de cette participation au concours, nous avons voulu faire une pièce de théâtre qui va durer, on espère, entre 45 minutes et 1 heure. Qui racontera l'histoire donc de cette esclave qui devient affranchie, qui s'appelle Nanette, qui prend le nom de Nanette Kerik en 1848. Ainsi débute ce retour dans le passé à la période de l'esclavagisme et la vie de Nanette. Nanette, cette esclave affranchie qui fait le choix de rester avec sa maîtresse alors que l'abolition de l'esclavage est proclamée. Moi, Nanette libre, pose la question de cette soi-disant liberté qui s'inscrit dans les textes mais qui ne s'applique pas dans les faits. Une répétition qui débute par des exercices d'échauffement avec le professeur de théâtre. On fait simplement ça. Je la touche quelque part, elle me touche quelque part. Je la retouche quelque part, elle me retouche quelque part. On est passé par des exercices d'échauffement au début de chaque séance systématiquement pour être dans le jeu et puis pour aussi mettre en place un certain nombre de règles. Et c'est quand même, je dois dire, un super groupe parce qu'en fait ils sont tellement motivés par ce qu'ils veulent faire à la fin de l'année. Pour jouer le rôle de Nanette, 2 comédiennes, Orlan et Nouéra. C'est le personnage principal. Et comme c'est une esclave sur laquelle on a travaillé déjà, pour moi c'est important vu qu'on comprend un peu dans quel milieu elle gisait. On s'amuse, on est avec nos camarades, on apprend des choses sur l'esclavage, sur des gens qui ont vécu ça. Des collégiens qui se glissent dans la peau de leur personnage après avoir travaillé l'écriture en s'aidant des documents des archives départementales. Nous sommes en 1848. Alexandre, maire de Saint-Leu, annonce à Nanette qu'elle est libre. Assieds-toi. Bonjour Nanette. Bonjour monsieur, on connaît pourquoi elle est là? Oui, ne t'inquiète pas. J'aurais besoin d'informations pour écrire ton acte d'affranchissement. Dans la scène où je joue, on libère une esclave, Nanette Kerik, et on la déclare libre. Je joue le même rôle que Alexandre en fait, sauf que je suis dans une différente scène. Et là on parle de l'abolition de l'esclavage qui va venir dans le futur mais qui n'est pas encore arrivé. Dans cette pièce, qui sera jouée en juin, outre le rôle central de Nanette, l'histoire de sa propriétaire. Je trouve que c'est très enrichissant et c'est bien de savoir ce qui s'est passé avant. Et j'aime bien faire du théâtre aussi. Nanette, l'histoire d'une esclave qui, même sans les chaînes, ne retrouvera jamais sa liberté. Elle mourra en 1861, à 80 ans, sur la propriété de la fille de sa maîtresse. Nanette, qui était la sœur d'Élie, leader de la révolte de Saint-Leu en 1911. Élie et ses 2 frères qui avaient été condamnés à mort et décapités parce qu'ils revendiquaient justement cette même liberté. Oui, vous êtes l'été mon bon frère. Vous êtes la payé pour ce que vous êtes la fait. C'est l'histoire d'une esclave, Nanette, racontée par les collégiens de Bourbon. Bourbon, tout un symbole que de porter ce nom qui fait justement référence à cette période sombre de l'histoire de notre île. Nanette Kerik, exhumée des archives, qui devient l'héroïne d'une pièce de théâtre où se mêlent fiction et réalité. Elle est née chez mon grand-père Henri. On pense vers 1780, mais rien n'est certain. Puis, à sa mort, elle est passée chez mon père Célestin. Quand je me suis mariée en 1814, elle faisait partie de ma dot de mariage. Le projet est né d'abord dans le cadre du concours sur les esclavages, les traites et les abolitions. Donc, concours qui est proposé tous les ans par le rectorat. On a commencé à travailler dans ce contexte-là et très vite, au-delà de la production qu'on a pu proposer, on a voulu aller plus loin et proposer une vraie pièce de théâtre. En tout cas, des scènes de pièces de théâtre. Un travail de recherche qui a permis d'abord de comprendre une période et puis de l'identifier à un personnage pour enfin le mettre en scène. C'est ensuite le théâtre qui reprend ses droits et l'apprentissage même difficile surprend. Comment ces jeunes collégiens ont pu si facilement retenir tous ces textes, faire abstraction du trac et surtout se glisser complètement dans leur rôle.
Mon travail, ça a été vraiment de mettre au plateau des élèves qui n'avaient jamais fait de théâtre. Donc il a fallu faire des exercices d'échauffement, des exercices sur la voix, qu'il faudrait continuer d'ailleurs, parce que bon, d'abord c'est un travail de tous les jours, hein, certains comédiens le diraient bien, et ensuite parce que ils sont jeunes, donc ils y mettent beaucoup de volonté, mais en même temps voilà, ils ont des faiblesses, donc on a utilisé des petits micros. En plus ils jouent dans des conditions qui ne sont pas simples parce qu'ils jouent en extérieur, donc dans un lieu magnifique, la BTR, mais en extérieur, ce qui bien sûr oblige à porter la voix davantage. Voilà, donc en même temps ils sont dans un lieu très porteur, puisque c'est un lieu qui a été construit en 1855, tout du moins pour la partie ancienne de la bibliothèque, et du coup dans un lieu que Nanette aurait pu voir construit à la fin de sa vie. Et puis c'est Sarda Garriga qui harangue la foule pour crier au peuple esclave qu'il est libre. Les décrets de la République française sont exécutés. Vous êtes libres. Tous égaux devant la loi. Vous n'avez autour de vous que des frères. Nanette fut déclarée libre à l'abolition de l'esclavage en 1848. Mais faute de moyens, elle fait le choix de rester chez sa maîtresse. Elles sont deux à jouer le rôle de Nanette. Orlane est l'une des deux comédiennes. La citoyenne Nanette, fille d'Émilie, décédée, s'est présentée en ce jour et après avoir été reconnue par nous, elle a reçu le nom de Kérik. Je joue le rôle de Nanette Kérik. C'est une esclave qui passe chez les Ibons et elle est affranchie en 1848, en 49. Et puis, il y a la famille Ibon, propriétaire de Nanette. Je joue le rôle d'Elisabeth Ibon. C'est la maîtresse de Nanette et sa famille. Et Elisabeth Ibon est descendante de la famille Ibon, des gros propriétaires d'esclaves à La Réunion au XVIIIe siècle. Je joue Elisabeth de Guigné. C'est la femme de Pierre de Guigné et la fille d'Elisabeth. Alors, Nanette m'a été donnée après la mort d'Elisabeth et elle est morte sous mon habitation en étant domestique. Grâce à Nanette, les collégiens connaissent désormais une partie de leur histoire. La période de l'esclavage, ils n'en avaient jamais abordé les détails. Pour mieux comprendre les faits historiques, la professeure d'histoire-géographie s'est appuyée sur les recherches de Gilles Gérard, anthropologue et historien. J'ai été contacté par Madame Masson à partir d'un travail que j'ai fait qui est en ligne sur les reconstitutions de familles d'esclaves. Et donc la famille d'Élie, le révolté de Saint-Leu, un des responsables, est détaillée sur ce site et on trouve parmi ses sœurs une jeune fille qui s'appelle Nanette et qui va connaître, elle, l'affranchissement de 1848. Nanette n'est pas n'importe qui. Elle est la sœur d'Élie, qui prit la tête de la révolte de Saint-Leu en 1811. Élie et ses frères furent décapités. Nanette est la sœur d'Élie, que tout le monde connaît maintenant à La Réunion, hein, un des chefs de la révolte de 1811. Pas seulement lui, 3 autres frères participent aussi à la révolte. Nanette ? Madame ? Nanette est morte. Nanette mourra là où elle aura vécu toute sa vie. Cette liberté, qui en réalité n'en était pas une, Nanette n'a pas su quoi en faire. Son épitaphe, imaginée par les collégiens de Bourbon, lui redonne sa dignité d'être humain. Nanette n'aura jamais été libre de son vivant. Désormais, elle l'est pour l'éternité. Nanette Péry, née dans l'esclavage en 1780, morte libre le 2 août 1861. Libre. Libre Nanette, libre, libre. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne?
Demandez le cri de l'île, demandez. Le cri de l'île, demandez le cri de l'île. Le cri de l'île, demandez le cri de l'île. Et un peu les demandez le cri de l'île. Le cri de l'île, demandez le cri de l'île. Le cri de l'île, demandez le cri de l'île. Le cri de l'île, Aujourd'hui, lundi 15 septembre 1919, le lycée Lecomte de Lille fête ses 100 ans. C'est 100 ans. Un siècle d'enseignement dans la colonie. Un siècle à la gloire de l'esprit français et de l'intelligence créole. Comment cet événement a-t-il été célébré? Quelle grandiose histoire pour le lycée depuis 1818. Ce qui m'a beaucoup motivée dans ce projet, ça a été la partie sur la rédaction que vous avez faite et que nous avons accompagnée, des unes, donc sur les événements qui ont jalonné l'histoire de l'établissement. Et donc cette réécriture, parce que voilà, cette réécriture à partir de faits historiques et d'archives, j'ai trouvé ça plus qu'intéressant. C'était vraiment pour moi la partie la plus intéressante. La distribution des unes, ce n'est qu'une partie du projet Mémoire bourbonnaise qui, lui, est beaucoup plus vaste. La distribution des unes, pour moi, ça a été la partie, je pense, la plus difficile parce qu'on a eu peu de temps pour réaliser cette phase du projet. Il a fallu, en fait, en un mois, à la fois faire les recherches aux archives, synthétiser les résultats de ces recherches, mettre en forme ces résultats, c'est-à-dire écrire les unes, et ensuite organiser la distribution de ces unes et filmer aussi cette distribution. Donc ça a été très intense. Intense parce que le contenu en lui-même était intense, on s'est complètement immergé dans l'histoire de la Réunion, mais ça a été intense aussi parce que le travail en lui-même était ardu. C'était une tâche difficile de réaliser ces unes. Je pourrais savoir, vous travaillez sur quoi? Je travaille sur M. Cadet en 1917. Qui est ce M. Cadet? M. Cadet est un ancien professeur du collège du lycée Lecomte de Lille qui est parti à la guerre. Qu'avez-vous appris un peu plus approfondi sur lui? Le lycée a lancé des recherches pour essayer de le faire revenir enseigner, car il a perdu beaucoup de sa famille pendant la guerre. Comment avez-vous trouvé ces informations? J'ai trouvé dans d'anciens archives, dans des journaux. Est-ce que vous avez beaucoup de difficultés à trouver l'information? Oui. Chers camarades de Bourbon, chers camarades de Bourbon, chers camarades de Bourbon, aujourd'hui, 19 septembre 1917, le cri de l'île demande la démobilisation de M. Cadet. Il ne faut qu'un professeur de mathématiques. Il faut faire revenir notre enseignant, M. Cadet. Idriss Abdelkrim, c'est quelqu'un qui a marqué le Lecomte, parce que son père était leader nationaliste marocain. Il a été exilé avec sa famille sur l'île de la Réunion. J'ai trouvé intéressant l'histoire des Abdelkrim au niveau de leur vie scolaire et de leur vie familiale. Ce qui était intéressant, c'est que
Ils n'aimaient pas où ils habitaient, ils préféraient leur pays d'origine et ils n'aimaient pas l'école. Ça ne les intéressait pas. Et comment tu sais qu'ils n'aimaient pas l'école? Ils ne venaient jamais, ils avaient beaucoup d'absence, ils ne travaillaient jamais en cours, ils avaient des mauvaises notes. Et comment tu sais ça, qu'ils ne travaillaient pas en cours? Grâce aux recherches aux archives. Mais qu'est-ce que tu as trouvé aux archives qui prouvaient qu'effectivement ils ne se tenaient pas très bien en classe? Des mots de punition, des mots d'absence, des notes, il y avait leur puits. Je travaille sur Marc Grapin. Et tu as appris? J'ai appris que Marc Grapin a été exclu du lycée Le Comte de Lille parce qu'il voulait célébrer la libération de la Réunion sous l'Empire Vichy. Et donc du coup il a distribué, il a fait imprimer des tracts sur cet événement. Il les a distribués dans le lycée et dans des écoles primaires. Du coup, il voulait que ce jour-là, personne n'aille à l'école. Et tu sais, ça s'est passé en quelle année? En 1945. Ce qui personnellement m'a le plus marqué dans cette phase de distribution des unes, c'est le lien très particulier et très fort qui s'est établi entre le professeur et l'élève orateur. L'élève qui devait prendre la parole devant ses camarades pour annoncer le titre de la une et le contenu de la une. Donc on demandait beaucoup à cet élève orateur puisqu'il devait prendre la parole devant tous ses camarades et devant même le collège tout entier. Donc c'était quelque chose de très difficile. Et je me rappelle de Stony qui était évidemment très stressé et qu'il a fallu mettre à l'aise, rassurer, faire répéter. Et je me souviens très bien que pendant la distribution et pendant son discours plus particulièrement, il ne me lâchait pas des yeux, j'étais vraiment son point d'ancrage. Et je sentais bien que si je ne le regardais plus, si je ne lui donnais plus silencieusement ou par mes gestes ou par mon regard des consignes, il était perdu et tout s'effondrait. Donc c'était quelque chose d'assez fort. Et c'est vrai que ces moments ont été nombreux en fait pendant ce projet. Ces moments très particuliers où tout d'un coup la relation entre l'élève et le professeur n'est plus du tout celle que l'on a en classe. Et donc pour moi cette dimension humaine elle a été très très importante, au moins aussi importante que la dimension historique, et c'est ce qui pour moi a fait de ce projet un projet absolument extraordinaire. Amazing. Instructif. Génial. Commémoratif. Incroyable. Très enrichissant. Patrimonial. Mémorable. Éclectique. Wunderbar. Immersif. Fantastique. Historique. Félicitations. C'est à vous qui confiez le précieux dépôt. Vos aînés vous passent comme le coureur antique. Ce flambeau de la vie intellectuelle de votre petite patrie, saisissez-le, virilement, veillez pieusement sur sa flamme sacrée. Transmettez-la toujours plus brillante à vos cadets, et qu'elle passe inextinguible de génération en génération.
D'accord. Bon, ça va, c'est bon, ça va bien. Je vais m'exprimer là. Bonjour, je suis le colonel Jocelyn Mingard, premier directeur de notre cher et illustre établissement. Il y a 200 ans, le 7 janvier 1819, j'ouvrais pour la première fois les portes du Collège royal de Bourbon. Depuis, j'en ai vécu des histoires. Et c'est une de ces histoires que je veux vous raconter aujourd'hui. Il était une fois des collégiens de 2018 qui, après avoir remonté le temps d'un siècle, ont rencontré les lycéens de l'ancien lycée Lecomte de Lille. Écoutez, écoutez ces murs qui résonnent des voix du passé. 17 septembre 1962. Aujourd'hui, j'ai eu latin et grec. 1er septembre 1936. Un groupe de garçons blancs, des internes, a volontairement renversé de l'encre sur mon pupitre. 9 novembre 1937. Le surveillant général est arrivé et m'a crié à l'oreille. Donc tu t'es senti dans quelle position, toi, en tant qu'élève qui cherche comme ça des informations sur les anciens élèves du lycée Lecomte de Lille? Je me suis senti comme un chercheur dans un roman policier. J'ai l'impression de chercher des indices partout et pour trouver leurs conditions, leur système de notes, etc. C'était comme une enquête. Voilà, c'est ça. Quand vous parliez à un professeur, il ne me dit pas dans les poches comme ça pour parler au professeur. Mais je me rappelle même dans la cour, on levait le chapeau, on met le chapeau sur le bras, l'autre bras, couture du pantalon, monsieur le professeur, monsieur. On avait le droit de parler créole pendant la cour de récréation. Ça. À condition qu'un professeur ou un surveillant ne comprenne pas en train de parler créole. Mais dès que la cloche sonne, on était sur les rangs, on n'avait plus le droit de parler créole. Et il y avait souvent des élèves qui faisaient exprès, ils étaient en créole, alors à ce moment-là, c'est la consigne 2 heures dimanche. Alors, c'est quoi cette histoire de consigne? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Ça veut dire quoi être consigné le samedi ou le dimanche? Oui, Sarah? C'est une sorte d'heure de colle. Oui, alors c'est une sorte d'heure de colle, effectivement, mais c'est beaucoup plus long en fait que l'heure de colle, puisqu'on pouvait être consigné le matin, l'après-midi ou toute la journée. Et surtout, ce sont des heures de colle qui ont lieu le samedi et le dimanche. Dites-moi, colonel, il n'y avait que des garçons au lycée? Eh bien oui, c'était un lycée de garçons. L'école n'était pas mixte à l'époque, mais il y avait quelques filles en terminale au lycée. Sérieux, ça ne devrait pas être facile d'être la seule fille au milieu des garçons. Le lycée des filles, le lycée des garçons. Et c'était mixte en classe de philo. En philo, terminale, deuxième bac. Les filles de Juliette de Du venaient passer leur bac, le deuxième bac ici. Qu'est-ce que tu as raconté dans ton histoire? De quoi elle parle? Ton texte, il parle de quoi? Donc, mon texte parle d'un jeune garçon et d'une jeune fille qui sont frères et sœurs dans le lycée Lecomte de Lille. Je vais parler de la gêne que pouvait ressentir le frère vis-à-vis du comportement des autres garçons envers sa sœur. 10 septembre 1962. Ma sœur Bérénice vient d'arriver au lycée, dans la même classe que moi. Évidemment, il ne manquait plus que ça. Et pour couronner le tout, comme à chaque fois qu'une demoiselle rejoint l'établissement, tous les regards se portent sur cette dernière.
29 février 1965. Je me sens pas très bien dans cet établissement à cause de tous ces garçons. En cours de mathématiques, je suis la seule fille. À la récréation, aujourd'hui, il y a un groupe de garçons qui est arrivé et qui a commencé à m'ennuyer. Ils m'ont même sifflé. Je n'aime pas ça. Dites-moi, colonel, le lycée, ce n'était que pour les riches? Eh bien oui, le lycée a été longtemps marqué par la mentalité coloniale. Mais peu à peu, des enfants moins aisés et de couleur ont pu entrer au lycée. Sérieux? Ça ne devait pas être facile d'être au milieu de tous ces gens riches et blancs. Hein. Il faut bien comprendre, c'est que, malgré tout, c'était un lycée pour les enfants de bonne famille, pour la bourgeoisie, pour les fonctionnaires. 90% de nos camarades de classe étaient blancs. Excusez-moi, pas 90, 98%. Ouais. 1er septembre 1936. Ma couleur de peau a l'air de déranger les individus de cet établissement. De la classe, on me traite d'esclave, mais je me fiche de ce qu'ils marmonnent. Je suis bien meilleur qu'eux. Les autres internes m'énervent. Qu'est-ce qu'ils ont tous à me regarder comme un singe? J'en ai marre de cette prison. La bonne bourgeoisie envoyait ses enfants au lycée Le Cours de Lille. C'était les commerçants, c'était les propriétaires terriens, les professeurs, les fonctionnaires d'une façon générale, et puis les autres qui restaient dans les quartiers et n'avaient pratiquement aucune chance d'arriver au baccalauréat parce que la seule filière pour arriver au baccalauréat, c'était le lycée Le Cours de Lille. Et les élèves des quartiers, parfois, enfin, quand j'ai des quartiers, c'est-à-dire des quartiers de Sany, des périphéries de Sany, mais aussi de toutes les autres villes de La Réunion, devaient absolument être d'excellents élèves pour avoir une petite chance d'être pris sur concours au lycée Le Cours de Lille. Papa, je ne me sens pas très à l'aise avec les autres fils de professeurs. Ils sont très prétentieux. Ils prennent leurs prix d'excellence et les exposent sur leur mur à l'intérieur de leur maison pour montrer aux amis et à leurs parents qu'ils sont talentueux à l'école. Ils se mettent toujours en avant. C'est juste pour faire bonne impression. Il y a quelque chose qui t'a particulièrement marqué dans ce projet? Oui, c'est rencontrer les anciens élèves. Parce qu'au moins on a eu le privilège de les entendre, peut-être nous pour la dernière fois, mais au moins on a des souvenirs et on a des traces de ce qui s'est passé avant. Pour il y avait ces élèves dans un Broussin, notamment Stony. Alors Stony était à côté de Jean-François Libon, donc il y avait un petit monsieur, voilà, et puis Stony à côté, une espèce de grande bringue. Et il écoutait monsieur Libon, mais alors avec une attention incroyable. Et moi, ça m'a scotché parce que je me suis dit, c'est fou quand même, des élèves de 2018 qui sont en train d'écouter un monsieur qui a 70 ans, qui est en train de parler de choses certes intéressantes, mais bon, voilà, c'était vraiment cette... Et qui rigolait aux blagues de ces deux messieurs. Et ça, j'ai trouvé vraiment que le lien, ça fonctionnait, quoi. Au début, c'était un peu trop ambitieux pour moi, mais à présent, j'ai trouvé que c'était un travail pour soi, c'est-à-dire de s'approfondir et de voir ce qu'on est capable de faire. Et voilà, quoi, ça m'a rapporté beaucoup de choses par rapport à moi. Donc, tu as trouvé que c'était un dépassement de soi. Voilà. Ce que moi j'ai trouvé vraiment fascinant dans cette phase du projet, c'est le fait que les limites de temps se sont complètement effacées. Puisqu'on a effectué un véritable voyage dans le passé avec les élèves, donc que ce soit aux archives lorsque l'on dépouillait les documents, ou que ce soit avec les anciens élèves qui sont venus témoigner et qui nous ont raconté leurs anecdotes personnelles. Et ce voyage dans le passé, il a vraiment éclairé le présent. Puisque les élèves nous ont dit qu'à travers l'écriture des textes fictifs, ils se sont réellement identifiés aux anciens élèves du lycée Le Comte de Lille. Et ça, c'était quand même surprenant, puisque les élèves d'hier sont quand même très très différents des élèves d'aujourd'hui. Et pourtant, ça a marché. Il y a eu cette véritable identification. Et pour moi, c'est ça, Mémoire bourbonnaise. C'est repartir dans le passé pour mieux comprendre qui l'on est aujourd'hui
Et c'est aussi découvrir une mémoire, s'apercevoir que c'est une mémoire collective et que cette mémoire collective, elle fait partie de notre identité. Elle définit en quelque sorte qui l'on est aujourd'hui, en même temps qu'elle définit qui l'on était hier. Et cette mémoire, il faut à présent en être les gardiens et la transmettre pour les générations futures. À présent, c'est vous les gardiens de l'histoire. C'est à vous qu'il revient désormais de transmettre la grande histoire qui a été celle du lycée. Ceci pour que l'avenir soit digne